Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le président de Guinée équatoriale a été investi pour un nouveau mandat de 7 ans. Teodoro Obiang Nguema, qui a prêté serment jeudi, détient le record mondial de longévité au pouvoir. Elle serait 10 000 femmes rescapées de Boko Haram à avoir été forcées d'avorter par l'armée nigériane. Des révélations faites par l'agence internationale Reuters dans une enquête publiée mercredi. Elle dévoile qu'un programme secret d'avortement massif aurait eu lieu pendant au moins 9 ans. Et enfin, grand jour pour les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qui vont s'affronter dès aujourd'hui. La Croatie jouera contre le Brésil, donné favori à 16h pour tenter de se hisser vers les quarts de finale. Autre affiche, Pays-Bas-Argentine ce soir à 20h. Il était donné favori à sa propre réélection. Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a été réélu avec 94,9% des suffrages le 20 novembre. À Malabo, la capitale équato-guinéenne, il a prêté serment entouré de ses homologues du Burundi, de Sao Tomé et Principe, du Zimbabwe, de Centrafrique et du Congo. Émeric Torquegnon. Jeudi matin à Malabo, à bord de ce véhicule qui vient de se garer à la place des fêtes de la capitale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, réélu à la tête de la Guinée équatoriale, a plus de 94% du suffrage exprimé le 20 novembre dernier. Il est accueilli en pompe par des équato-guinéens venus nombreux à l'occasion de sa cérémonie d'investiture. À la tribune officielle, un parterre d'invités, parmi lesquels des chefs d'État, notamment Faustin Archange Touadéra de la RCA, Denis Sassou Nguesso du Congo ou encore Évariste Ndayishimiye du Burundi pour ne citer que cela. Depuis 43 ans, l'homme bénéficie de la confiance de ses compatriotes qui l'élisent avec une majorité écrasante à chaque scrutin. Preuve de l'adhésion populaire à sa politique de développement qui a hissé la Guinée équatoriale à la 3e place des pays les plus riches d'Afrique en termes de PIB par habitant. Le de la Guinée équatoriale a ratifié sa décision d'avoir toujours sa confiance pour la continuité politique et pour la garantie de la paix, la stabilité et la tranquillité à Guinée équatoriale. Et pour ce nouveau septennat, les Équato-Guinéens attendent encore plus de leur président. La seule chose que le peuple peut espérer du président qui vient d'être réélu est de poursuivre le développement de notre pays dans tous les secteurs. Ce que le peuple espère et ce que j'espère personnellement, c'est la pérennité de son action dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur économique, dans tous les secteurs du pays et dans les infrastructures. Plébiscité dans les urnes le 20 novembre dernier, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo a rappelé dans son discours d'investiture qu'il était le président de tous les Équato-Guinéens et pas celui d'une tribu, d'un clan ou encore moins d'une croyance particulière. Obiang Nguema a placé ce nouveau mandat sous le sceau de la continuité. C'est une opération à grande échelle avec une logistique complexe que dévoile l'enquête signée Reuters. Elle met directement en cause l'armée nigériane qui aurait contraint 10 000 femmes, anciennes otages du groupe terroriste Boko Haram, à avorter de force. Plus de détails avec Mathieu Nicolas. La tête dans les mains, les épaules lourdes avec le poids de leur nourrisson sur le dos. Ces femmes, qui ont l'air épuisées, font partie des filles de Chibok, ces écolières enlevées par Boko Haram en 2014. À l'époque, elles avaient entre 12 et 19 ans. Aujourd'hui, elles sont devenues mamans de force. 3 des filles de Chibok sont ici avec vous. Toutes ont été secourues par les troupes de la 21e brigade blindée spéciale après des opérations qui ont créé un environnement propice à l'évasion de ces filles. La plupart des otages de Boko Haram ont été mariés de force et sont tombés enceintes. Mais ces bébés ne verront jamais le jour. Selon une enquête de l'agence de presse Reuters, des milliers d'anciennes otages de Boko Haram auraient été victimes d'avortements forcés par l'armée nigériane.
Pendant au moins 10 ans, des milliers d'anciens otages de Boko Haram, enceintes de leur geôlier, auraient reçu des injections ou des pilules abortives sous la supervision de l'armée. Au total, 8 sources, dont 4 militaires, ont déclaré avoir été témoins de décès ou avoir vu des cadavres de femmes décédées suite à des avortements pratiqués dans des casernes militaires ou administrés sur le terrain. La plupart des avortements auraient été pratiqués sans le consentement de ces femmes, souvent à leur insu, rapportent les journalistes qui s'appuient sur les témoignages de 33 femmes et jeunes filles, 5 travailleurs de santé et 9 personnels de sécurité impliqués dans ce programme, mais aussi sur des documents militaires et des registres d'hôpitaux. L'armée, de son côté, nie l'existence d'une telle pratique dans un document de 5 pages cité dans l'enquête de Reuters. Elle assure que sa mission est de protéger les civils et affirme que l'enquête est une insulte aux Nigérians et à leur culture. Direction l'est de la République démocratique du Congo, où les combats du M23 ont repris, forçant des milliers de Congolais à fuir leur village vers des camps. Vous allez le voir, des petits commerces à l'élevage de leur bétail. Dans les camps de Kanyaruchinya, la solidarité s'organise. Laurent Mabou. Dans ce camp de Kanyaruchinya, à l'est de la RDC, les déplacés des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 se serrent les coudes pour tenter de survivre. Dans l'attente des aides humanitaires, ces réfugiés créent de petits commerces pour s'entraider et subvenir aux besoins élémentaires. C'est le cas de Bahati Bachoubache, couturier réfugié, qui propose ses services à prix réduit. Je suis tailleur depuis très longtemps, mais j'ai du mal à trouver ne serait-ce qu'une pomme de terre pour mes enfants. C'est très difficile d'obtenir 5 centimes d'euros. Toutes les personnes déplacées viennent ici avec leurs vêtements, mais elles n'ont pas d'argent. Pour ceux qui combattent à l'Ekibombo Joseph, on peut sauver quelque chose. L'urgence est de protéger le peu qui lui reste. Éleveur Kibombo Joseph souhaite simplement retrouver la paix pour ne pas perdre le reste de son bétail. Je veux juste que la paix revienne et j'espère pouvoir retourner dans mon village avec 1 ou 2 vaches. Là-bas, je les garderai dans le pâturage et elles boiront de l'eau. Elles mangeront et survivront. Ici, les vaches meurent tous les jours. Si celle qui me reste passe encore 3 jours ici, il ne me restera plus rien du tout. Le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur le 25 novembre dernier, suivi 2 jours plus tard, d'un retrait du M23 du territoire, n'a pas été appliqué. Les affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivent sur le terrain. En attendant un improbable retour de la paix, les déplacés essayent tant bien que mal de survivre. Ici, le mot solidarité a encore un sens. Nouvel épisode dans la saga des 46 soldats ivoiriens arrêtés il y a 4 mois au Mali. Dimanche dernier, à Abuja, au Nigeria, les membres de la CEDEAO ont désigné le ministre togolais pour demander leur libération aux autorités maliennes. Robert Ducé s'est donc rendu jeudi à Bamako et a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En parallèle, le Mali propose au gouvernement ivoirien de signer un protocole d'accord marquant le renforcement de la coopération entre les 2 pays. À l'occasion du 9e forum du haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se déroule depuis mercredi à Oran en Algérie, le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a lié l'activité terroriste dans certains pays africains à l'exploitation illégale de matières premières rares dans la fabrication de voitures électriques et de certaines fournitures de technologies numériques. Le responsable onusien a appuyé son propos par la récente découverte de mines fabriquées avec des ressources rares au Mali et dans la région du Sahel, frappées par une recrudescence d'attaques terroristes. Et sur le plan sanitaire, la situation de la malaria dans le monde n'a pas encore retrouvé son état d'avant-pandémie, selon l'OMS. Par ailleurs, après une augmentation des décès en 2020 en raison des perturbations de la prévention, le nombre a un peu reculé en 2021. On écoute le chef de l'unité d'information stratégique de l'OMS.
Sur les 2 années de la pandémie, nous estimons qu'environ 63 000 décès supplémentaires et environ 13 millions de cas supplémentaires ont été dus aux perturbations pendant la pandémie Covid-19. Les perturbations dues à la pandémie continuent de poser des risques pour lutter contre le paludisme. Mais il est important de souligner que même avant la pandémie, les progrès mondiaux contre le paludisme étaient au point mort. En Ouganda, les 1200 premières doses de vaccins pilotes sont arrivées dans le pays, mesure mise en place par le ministère de la Santé face à la propagation du virus Ebola. S'il n'existe aucun vaccin disponible contre cette souche, l'OMS a donné son feu vert pour qu'un essai clinique de 3 candidats vaccins soit mené en Ouganda. Depuis septembre, 56 personnes sont mortes à cause du virus, sur un total de 142 personnes contaminées. On écoute à ce propos Jane Ruth Aceng, la ministre de la Santé ougandaise. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir reçu le premier lot de 1200 doses de l'Institut Sabin. Nous recevons d'autres doses de Merck et d'Oxford. Même s'il n'y a pas de cas, pas de contact et pas de suspect, le ministère de la Santé demandera aux scientifiques de poursuivre l'étude, parce que l'Ouganda a connu jusqu'à présent 7 épidémies d'Ebola. Il se peut que nous ayons à nouveau une épidémie d'Ebola. Nous sommes aujourd'hui à 9 jours sans cas d'Ebola. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas d'autres cas. L'Ouganda est un pays qui veut toujours être préparé et prêt lorsqu'une épidémie se produit. Rappelez-vous, en octobre, le Tchad était marqué par une manifestation réprimée par un bain de sang. Ces manifestations contre le pouvoir avaient fait une 50aine de morts et 80 jeunes mineurs avaient été arrêtés. Après 1 mois et demi de détention de haute sécurité en plein milieu du désert, ils sont désormais remis en liberté provisoire. Les jeunes libérés ont été accueillis dans un centre social au nord-est de N'Djamena avant de retrouver leur famille. On écoute la réaction d'une des jeunes sœurs d'un libéré. Jour et nuit, je ne fais seulement que de pleurer. Et un jour, j'ai reçu le message. On m'a appelé pour me faire savoir qu'il est à Torotoro. À partant de ce jour, Dieu merci, je ne fais seulement que de prier. Et si aujourd'hui je suis devant vous, même si je pleure, ce ne sont plus maintenant des larmes de tristesse, mais de joie. Parce qu'il est sorti sain et sauf pour que je puisse rentrer avec lui. Quand je lui ai vu, aujourd'hui, j'ai sauté sur lui pour l'embrasser, tout ça. Donc peut-être c'est arrivé à la maison. D'abord, je vais lui poser des questions, mais comme il est sain et sauf, c'est déjà l'essentiel, quoi. Au moins 12 personnes tuées dans une attaque au nord du Burkina Faso. Vladimir Poutine qui promet de détruire les infrastructures énergétiques en Ukraine. Et le FMI qui applaudit l'abandon de la politique zéro Covid par la Chine. C'est le reste de l'actualité réalisée par Valentine Exantus et Noël Dong. Au nord du Burkina, au moins 12 personnes, dont 10 supplétifs civils de l'armée, ont été tuées mercredi lors d'une nouvelle attaque de djihadistes présumés. Les faits se sont déroulés à Boala, dans la province du Namatanga, dans la région du centre-nord du pays. Cette nouvelle attaque est la 4e connue depuis dimanche. Elles ont fait au total au moins 27 morts. Investi le 21 octobre, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré s'est donné pour objectif la reconquête du territoire occupé à environ 40% par des djihadistes. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a lancé un recrutement. 90 000 civils sans formation se sont inscrits pour rejoindre les volontaires de la défense de la patrie, appelés à seconder l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Le président russe Vladimir Poutine a promis ce jeudi de poursuivre les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, une réplique selon lui à des attaques de Kiev, notamment en Crimée. Face aux critiques occidentales de laisser vivre des millions d'Ukrainiens dans le froid, le chef de l'État russe se défend. Vladimir Poutine reproche à Kiev d'avoir fait sauter les lignes électriques de la centrale nucléaire de Koursk, une région russe frontalière de l'Ukraine, et de ne pas avoir approvisionné en eau le bastion séparatiste pro-russe de Donetsk, dans l'est du pays. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes de miner et piéger intensément les territoires qu'ils abandonnent lors de leur retrait. Et il assure que son pays mettra le terrorisme des mines parmi les accusations portées contre la Russie.
Les dirigeants de plusieurs institutions économiques internationales, parmi lesquelles la directrice générale du Fonds monétaire international, ont salué vendredi la décision de la Chine d'assouplir sa politique zéro Covid. Kristalina Georgieva estime que cet allègement des restrictions sanitaires est une avancée décisive, une bonne nouvelle pour l'économie mondiale actuellement en difficulté. Mercredi, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé un assouplissement général des restrictions sanitaires après des manifestations de colère et aussi dans l'espoir de relancer la deuxième économie de la planète asphyxiée par le zéro Covid. Parmi les principales mesures dévoilées, la fin des tests PCR systématiques et à grande échelle, la possibilité de s'isoler à domicile pour les cas bénins et asymptomatiques et un recours plus limité au confinement. Et tout de suite, la page du mondial. Jour et C'est le grand jour aujourd'hui pour les équipes qui s'affrontent en quart de finale. 2 matchs sont au programme de ce vendredi. La Croatie qui affrontera le Brésil à 16h et les Pays-Bas-Argentine qui joueront à 20h. Et enfin samedi, le Maroc jouera contre le Portugal à 16h et dernière rencontre de ces quarts, Angleterre-France à 20h. Je vous le disais donc, à 16h, la Croatie affrontera le Brésil, donné favori pour tenter de se hisser vers les quarts de finale, le dernier carré. Et si la Seleção a fait forte impression, les Croates ont leur analyse pour créer l'exploit. Écoutez le capitaine de la Croatie, Luka Modric, qui ne semble pas intimidé par ses adversaires. Le Brésil fait partie des favoris. Ils sont toujours favoris. Mais d'après ce que nous avons vu lors de cette Coupe du Monde, je pense qu'ils méritent de l'être. Nous devons être nous-mêmes et faire de notre mieux comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et autre affiche du jour, Argentine-Pays-Bas ce soir à 20h. Il y a 8 ans, les Argentins s'étaient qualifiés pour la finale en battant les Pays-Bas au tir au but. L'histoire va-t-elle se réécrire? On écoute Memphis Depay, attaquant des Pays-Bas. L'Argentine est un grand pays, nous les connaissons. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'y être. J'y étais en 2014 et les choses se sont terminées tristement, mais j'aimerais changer cela maintenant. Et on se quitte sur ces images, des images festives, celles des supporters des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Monde qui se sont rassemblés jeudi soir dans le centre de Doha pour se préparer au match décisif. Regardez. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir pour la prochaine édition et bonne suite de programmes sur Télé Sud.